C'est bon. C'est bon. Bien. La séance passée, j'ai présenté donc la modélisation des liaisons normalisées sans frottement. C'est ça, hein? Oui, monsieur. Oui, j'ai tout présenté. J'ai présenté les 9 liaisons, hein? Les liaisons simples et les liaisons composées. On a classé les liaisons en deux familles, la famille des liaisons simples et la famille des liaisons composées. La famille des liaisons simples regroupe les liaisons qui sont formées par le contact entre deux surfaces simples, plan, cylindre, sphère. Avec ces trois surfaces, on peut réaliser 6 liaisons simples. Plan sur plan, c'est une liaison appui-plan. Cylindre sur plan, c'est une liaison appui-lignée. Sphère sur plan, c'est une liaison appui-ponctuelle. Cylindre dans un cylindre, c'est une liaison pivot-glissant. Sphère dans un cylindre, c'est une liaison linéaire annulaire. Et sphère dans une sphère, c'est une liaison rotule. Puis, on a dit, voilà, on va étudier chaque liaison à part, donc, et à partir d'un modèle géométrique, on va déterminer les degrés de liberté, et puis on va mettre en place le torseur cinématique et le torseur statique, et tout va bien. Donc, et on a parlé en particulier des spécifications. Si je dis une liaison à appui-plan, on dit c'est une liaison à appui-plan de normale Z, ou bien de normale Y, ou bien de normale X. Donc, on a mis en place le torseur statique et le torseur cinématique. Il suffit de donner la spécification, on peut savoir très rapidement donc de quelle liaison on est en train de parler et on peut mettre en place le torseur cinématique et ou le torseur statique. D'accord? Puis, j'ai mis l'accent sur la schématisation normalisée. Comment représenter une liaison donc, appui-plan de normal Z ou bien de normal X ou bien de normal Y. Voilà. Puis, j'ai demandé dans quelques applications, voilà, ça c'est rien. Donc, puis la liaison lignée-rectiligne. Il faut là préciser deux choses, l'axe et la normale. Et c'est réalisé par le contact entre un cylindre et placé sur un plan. Donc, 4 degrés de liberté sont possibles. Donc, ça dépend de la normale, ça dépend de l'axe. Donc, en tout, il y a 6 liaisons d'axe X de normale Z, d'axe X de normale Y, d'axe Y de normale Z, d'axe Y de normale X, ainsi de suite. Donc, ça fait en tout 6. Donc, il faut bien spécifier la liaison pour savoir de quelle liaison on est en train de parler. D'accord. Puis, voilà la schématisation normalisée. Il y a deux symboles dans le plan. Il faut faire attention. Donc, dans quelle vue on veut présenter la liaison. Et bien évidemment, si vous voyez celle-là, c'est la liaison ligne rectiligne d'axe X. Parce que la ligne du contact, la plus importante, c'est suivant l'axe X. Alors que dans l'autre, ça veut dire que la ligne du contact est portée par la normale au plan YZ et donc c'est d'axe X aussi. Bref, voilà, donc il y a aussi la liaison appui ponctuelle ou bien la liaison ponctuelle ou bien on dit aussi la liaison sphère-plan. Donc on précise la normale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la translation suivant la normale est bloquée. Et bloquée par quoi? Par la force Z12 qui bloque la translation suivant Z. Puis, voilà la schématisation normalisée. Pour la liaison pivot-glissant, donc on a dit que c'est un cylindre placé dans un cylindre. Voilà, 2 degrés de liberté qui sont possibles. Donc, suivant l'axe, on dit pivot-glissant d'axe X. Donc, la translation et la rotation sont suivant l'axe et il faut noter bien que ces 2 degrés de liberté sont indépendants. On peut faire le glissement indépendamment de la rotation, du pivotement et inversement. Et puis, donc, attendez une minute, je reviens, s'il vous plaît.
Rebonjour, سامحوني بالله راهو لقيت في حاجة به اوكي سي بون حسيتكم كأني خلقت وجيت مش تخرج سي بون vous êtes là Oui, monsieur. ربي يفضلكم بارك الله فيك به on est où maintenant on est ici à la liaison pivot glissant d'accord pivot glissant قلنا c'est un cylindre dans un cylindre donc si je précise l'axe si je dis pivot glissant d'axe Z cela veut dire qu'il n'y a pas de force qui bloque la translation, il n'y a pas de moment qui bloque la rotation. Ben, très rapidement, je fais un rappel. Hein. La liaison linéaire annulaire, donc c'est une sphère placée dans un cylindre et la sphère est capable de faire les trois rotations et elle fait une translation suivant l'axe. Donc il faut spécifier l'axe. On dit pivot linéaire annulaire d'axe X. Puis, donc voilà, donc automatiquement on s'attend à deux inconnus. Si je précise l'axe, je comprends exactement de quel torseur statique je parle. Donc je peux très rapidement mettre en place le torseur. Ça c'est important. Voilà la schématisation normalisée, il faut se rappeler toujours de ça. Puis si je prends la liaison rotule c'est une sphère placée dans une sphère et donc est capable de faire les trois rotations. C'est pas la peine de préciser l'axe, c'est inutile, mais plutôt on précise le centre. Donc ça c'est toutes les liaisons simples. Maintenant les liaisons composées. Il y a la liaison pivot. Souvent vous dites très rapidement, si je vous demande donnez-moi une liaison ou le nom d'une liaison, vous allez me dire très rapidement la liaison pivot. Mais la liaison pivot c'est une liaison composée. Donc, elle autorise uniquement la rotation autour de l'axe. Donc, on dit pivot d'axe X, d'axe Y ou bien d'axe Z. Et voilà, donc en fait, il y a 5 inconnus statiques. Pourquoi? Parce que donc il y a une seule rotation qui est possible et donc il y a un seul moment qui est nul, qui ne bloque pas cette rotation. Mais sinon, toutes les autres composantes existent. Donc X12, Y12, Z12 pour bloquer les trois translations et M12, N12 pour bloquer les deux autres rotations. Voilà la schématisation. Ça, c'est simple, vous connaissez ça par cœur. La liaison glissière, elle autorise une translation, uniquement une translation. Et donc, le torseur d'action mécanique, vous avez 0, Y12, Z12, L12, M12, N12. Il y a 5 inconnus. La seule inconnue qui est nulle, c'est suivant l'axe parce que la translation est possible. Donc, il n'y a pas de force qui bloque ça. Voilà la schématisation normalisée. Et finalement, la liaison liquidale. Est-ce qu'on a bien travaillé sur la liaison liquidale la séance passée? On est arrivé à la liaison liquidale? Amen. Oui, très bien. Donc, j'ai présenté même comment on a déterminé ces relations, hein? La démonstration. Je pense que celle-là, j'ai fait ça avec vous. Hein? Oui, on l'a fait, monsieur. On a fait ça. Ben, super. Donc, là, il faut préciser le filetage. Est-ce que c'est un filetage à gauche ou bien un filetage à droite pour savoir le signe de plus ou moins. Donc là, par exemple, pour le torseur cinématique, si j'ai ici la liaison éliquidale d'axe X, donc il y a la rotation oméga X et la translation Vx. Donc, mais ça ressemble un tout petit peu à la liaison pivot-glissant, mais c'est pas le cas. Attention. Là, donc, ces deux degrés de liberté sont conjugués. Ces deux paramètres sont conjugués. Il n'y a pas Vx sans oméga X. Et la relation de dépendance est la suivante. Vx égale plus le pas sur 2pi fois oméga X si le filetage est à droite, et Vx égale moins le pas sur 2pi fois oméga X si le filetage est à gauche. D'accord? La démonstration est basique. Donc, comme je l'ai dit, donc si je fais un tour, j'avance d'un pas. Si je fais θ, j'avance de x. Si j'utilise la règle donc de 3, donc en fait, je trouve x égale pas sur 2pi fois θ. Je dérive, je trouve ça. Ça marche. Et puis, pour le torseur statique, ben là, il faut noter bien que le nombre, là, j'ai pas noté ça, ben oui, le nombre d'inconnus cinématiques, NC, c'est égal à une seule inconnue. Pour autant, il y a deux. Mais pourquoi donc c'est 1? Parce que si je connais Vx, je peux déterminer oméga X et vice-versa. Alors, pour le torseur statique, toutes les inconnues existent, mais attention, le nombre d'inconnus statiques est égal à 5. Là, le nombre d'inconnus statiques est égal à 5. D'accord? Et donc,
Là, il y a une relation de dépendance entre ces deux. X12 et L12 sont liés par ces deux relations. L12 est égal moins le pas sur 2pi fois X12 et L12 est égal plus le pas sur 2pi fois X12. Mais ça change. En fait, c'est inversé par rapport au torseur cinématique. Là, pour le torseur cinématique, si vous le faites à droite, donc c'est plus. Pour le torseur statique, c'est moins. Je ne sais pas ce que vous venez de me comprendre. Je vais expliquer bien la science passée. Et pour démontrer ça, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Il faut attendre au dernier chapitre énergétique, puissance énergie. Là, je peux vraiment vous expliquer pourquoi. Donc, le signe est inversé donc, pour le torseur statique, pour le torseur d'action mécanique. Voilà. Ça, c'est la schématisation normalisée. Maintenant, est-ce que j'ai présenté la modélisation de l'action de la pesanteur? Non. Je pense non. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est nouveau, donc ça rentre dans la science d'aujourd'hui. Donc, la modélisation de l'action de la pesanteur. Moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais une révision de la partie statique que vous êtes censé donc l'avoir fait dans l'année passée. Ben, regardez, si je classe les actions, il y a des actions mécaniques de contact et il y a des actions mécaniques à distance. Les actions mécaniques de contact, principalement, ce sont les actions mécaniques des liaisons. Mais il y a aussi les actions mécaniques sans frottement de contact, il y a les actions mécaniques de contact avec frottement. Ce que je viens de présenter avec les liaisons, ce sont les liaisons normalisées sans frottement. Là, je n'ai pas peut-être précisé ça, mais ce sont des liaisons normalisées sans frottement. Il n'y a pas de frottement. Ce sont des liaisons parfaites. Là, donc, en fait, pour parler du sujet frottement, donc, je vais parler de ça plus tard. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça pour le moment. Et puis, un deuxième volet, c'est la modélisation de l'action mécanique de la pesanteur qui fait partie des actions mécaniques à distance. Donc là, c'est important aussi de parler de ça. Pourquoi? Parce que je vous prépare pour appliquer le principe fondamental de la statique, chose que vous connaissez déjà depuis longtemps. Donc vous dites le premier principe fondamental de la statique, la somme des forces extérieures est égale 0, est égale vecteur nul. Et là, donc en fait, pratiquement toujours, on parle de la somme des forces extérieures. Mais les forces extérieures peuvent être des actions mécaniques de contact ou bien des actions mécaniques à distance. D'accord? Bien. Voilà. Donc, la modélisation de l'action de la pesanteur, que vous appelez souvent le poids, c'est indispensable dans ce chapitre. Il faut savoir faire ça. Donc, je vais commencer avec cette hypothèse, soit S un solide indéformable de masse M et de centre d'inertie G. Donc, le point d'application du poids, c'est le centre d'inertie. Et le champ de la pesanteur est modélisé par le vecteur G. Donc, G, je connais G, c'est une donnée du problème. Je vous donne la masse et je vous donne la position du centre d'inertie. À la limite, vous savez comment déterminer la position du centre d'inertie avec la partie géométrie des masses. On est d'accord là-dessus? Donc, là, si je modélise le torseur d'action mécanique de la pesanteur au centre d'inertie, j'écris ça. Pourquoi j'écris ça? Parce que, alors, le point où on va exprimer le moment, c'est le centre d'inertie. Et le moment du poids au centre d'inertie est nul. Alors, comment je vais calculer le moment? Pour le moment au point G de mg du poids, c'est égal gg vectoriel mg. Donc, ça va donner un vecteur nul. Reste uniquement la résultante qui est m fois g. D'accord? M fois g. M fois g, c'est le poids. C'est la résultante de l'action de la pesanteur. Et attention, si je veux l'exprimer cette fois-ci au point A, si je veux l'exprimer au point A, ça c'est autre chose. Donc, la résultante est un invariant vectoriel. Il ne change pas. Donc, je vais garder mg. Mais là, le moment change. Le moment devient, comme ce que vous faites exactement le physique, vous dites moment d'une force, c'est au point A,
le moment d'une force au point O, la force appliquée au point A, vous dites OA vectoriel FA. Là, c'est exactement la même chose, c'est AG vectoriel MG. Ou bien je peux dire autre chose. Je peux dire la chose suivante. Donc, je peux dire la chose suivante. Alors, la chose suivante, je peux dire, voilà, je peux dire la chose suivante, regardez bien. Donc, je vais dire le moment. Donc, bon, ça c'est pas bon. Donc, je vais voir plutôt ça. Je vais utiliser ça. Attendez un peu. Voilà, je dis ça. Le moment au point A, chose que vous connaissez souvent. J'ai utilisé dans la partie cinématique, vous l'avez utilisé déjà, égal, le moment point A, je rajoute une flèche ici, donc le moment au point A, voilà, le moment au point A de G sur E, égal, le moment point G sur E, plus AG, vectoriel, MG. Vous voyez? Donc, ça vient d'ici, mais le moment au point G de G sur E est comment est nul. D'accord? Ça, c'est nul. Donc, on fait c'est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Donc, voilà. Donc, ce qui reste, c'est AG vectoriel MG. OK? Monsieur, Oui. monsieur, E هو solide. E, c'est le système matériel, c'est le solide. Donc, oui, tout à fait. Merci. Voilà, puisque je parle d'un solide, donc c'est le solide. Ben, en particulier, donc c'est valable pour un système, pour un solide, mais là, je traite un solide indéformable, donc je corrige. Merci beaucoup. Là aussi, donc, c'est le solide S. Vous voyez, donc ça, c'est mon cours. Donc là, donc, souvent, je fais des erreurs. Hein. Là, voilà. C'est bon. C'est bon, on est d'accord là-dessus. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. Donc, ce qu'il faut retenir, vraiment, personnellement, je vous encourage à penser à ça. Donc, je l'écris au point A. Parfois, il y a des gens qui écrivent ça au point G et puis ils essaient de transporter ça en utilisant cette relation. Mais vous pouvez directement faire ça donc de cette façon. Donc, en fait, vous écrivez ça directement au point A. Voilà, vous l'écrivez au point A et ça marche super bien. D'accord? Et ça marche super bien. Donc, le torseur d'action mécanique de la pesanteur au point A est donné par mg AG directement. Vectoriel. Si je veux l'exprimer au point B, ça va être BG vectoriel. Si c'était au point C, CG vectoriel mg. Et M, bien sûr, la masse du solide. Si je parle du solide S1, ça va être M1. Si je parle du solide S2, ça va être sa propre masse, ainsi de suite. Il faut respecter les données du problème. Tout court. Alors, si je vous donne une application, on considère le pendule simple suivant, formé par la tige S1. C'est une tige articulée au point O. De masse petit m et de longueur L. Admettons que le centre d'inertie est tel que donc, je vais vous donner la position de centre d'inertie. OG égale, normalement je vous donne ça, mais si c'est une tige homogène, donc ça va être L sur 2, X sur 1, puisque la tige est de longueur L. D'accord? OG égale L sur 2. D'accord? Voilà. Donc, déterminer le torseur d'action mécanique de la pesanteur au centre d'inertie G, puis au point O. Donc là, bon, voilà, j'ai donné l'action de la pesanteur G supportée par X0, c'est une donnée du problème. Là, donc là, le torseur d'action mécanique du G sur S1 au centre d'inertie Z, c'est MG0. C'est MGX0, 0. Chose que je peux l'écrire aussi, donc de cette manière. Si je veux
Donc, si je veux faire la projection dans R0, admettons, on ne sait jamais, on vous demande ça, donc de faire la projection. Comment je vais faire ça? Donc, je vais faire ça de la manière suivante. Donc, je fais la projection dans quelle base? Dans la base R0. Et là, donc, en fait, je rajoute dans quelle base? Dans la base R0. Donc, je dis, donc, c'est R. Je rajoute R0. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'écris? Donc, c'est porté par x0. Là, il faut vraiment préciser la base de projection. Alors que là, c'est pas obligatoire. Donc, mais il faut que je rajoute quand même le point. Le point, pourquoi je rajoute le point? Pour dire, là, le moment où ce point est nul. Le moment où ce point est nul. Donc, c'est important de préciser le point. C'est le moment au point G qui est nul. Et là, c'est la projection. Et il faut mentionner la base de projection. Maintenant, si je veux calculer ça au point O, donc c'est OG vectoriel MG. Le moment change. Ça devient OG vectoriel MG. Et donc, OG vectoriel MG, c'est L sur 2x1 vectoriel MG x0. Je me trouve ici devant le calcul du produit vectoriel x1 vectoriel x0. Donc, x1 vectoriel x0. x1 vectoriel x0. Qui peut me donner la réponse? Alors, c'est à vous. Allez. X1 vectoriel x0, qui peut me répondre sur ça? Cos de alpha suivant Z0. Cosinus alpha suivant Z0. X1 vectoriel x0. Non, 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 non. C'est pas vrai. Tu corriges. Hein. Comment tu calcules le produit vectoriel? Tu vas faire tourner x1 vers x0. C'est rentrant. Vous utilisez la main droite. C'est moins Z0 avec sinus l'angle entre les deux. C'est moins sinus alpha Z0. C'est bon, voilà. Ah, c'est le moins Oui. sinus alpha Z0. Oui, donc faites attention à ce truc de calcul. Donc, en fait, sinon, tu te trompes. Attention, hein. C'est simple. Ben, voilà, moi, j'ai terminé avec cette compétence. C'est une petite compétence, là. C'est une petite information ou bien qu'il faut savoir. Voilà. Souvent, toujours vous rencontrez ça et cette année, vous aurez cette question. Déterminer le torseur d'action mécanique de la pesanteur. C'est une fuite. Ben, c'est pas une fuite parce que vraiment, tous les systèmes, toujours l'action de la pesanteur dans tous les systèmes existe. Hein. On ne peut pas négliger toutes les masses, toutes les actions de la pesanteur. Hein. Voilà, c'est bon. Donc nécessairement, lorsqu'on va chercher le torseur d'action mécanique extérieure, donc l'action de la pesanteur figure dedans et il faut absolument savoir chercher ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a plus simple que ça? Je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. Hein? أسهل حاجة هذه. Ben, Samar, vous êtes là? Oui, monsieur. C'est bon, c'est le درس. Aïe, monsieur, ça va. Ben, super, on apprend. Hein. Maintenant, je vais parler d'un autre volet indispensable. C'est les théorèmes généraux de la statique, des solides indéformables. Maintenant, je parle des théorèmes généraux de la statique, mais plus tard, je vais parler des théorèmes généraux de la dynamique. Bon. Maintenant, je vais présenter les outils nécessaires qui seront plus tard utiles aussi pour la partie dynamique, mais pour le moment, on va traiter que la partie statique. Donc, la notion de l'extérieur d'un système matériel. C'est quoi l'extérieur d'un système matériel du point de vue, donc, action mécanique? Voilà la définition. Ben, c'est une définition physique, c'est pas une définition mathématique. L'extérieur d'un système matériel E et tout ce qui n'est pas E est capable d'exercer des actions mécaniques sur E. On ne dit pas tout ce qui n'appartient pas à E. Mon système matériel peut être une seule pièce. Et si je prends une pièce, d'accord, donc une pièce,
Là, donc, une pièce, on ne dit pas tout ce qui n'appartient pas à cette pièce, mais plutôt on dit tout ce qui n'est pas cette pièce est capable d'exercer des actions mécaniques sur cette pièce. D'accord? Alors, l'extérieur d'un système matériel E et tout ce qui n'est pas E est capable d'exercer des actions mécaniques sur E. Si vous regardez à côté de vous, il y en a plusieurs pièces, il y en a plusieurs systèmes, mais qui n'appartiennent pas nécessairement à votre extérieur du point de vue action mécanique. Vous regardez que les systèmes qui exercent sur vous des actions mécaniques. Donc, voilà. Donc, je vais me baser sur un exemple pour mieux comprendre ça. Alors, si je vous donne ce graphe de liaison, ça c'est un graphe, là j'ai rajouté des actions mécaniques. Graphe de structure. Alors, soit l'exemple suivant qui représente le graphe de liaison d'un mécanisme composé de 5 pièces, y compris le bâti. Un moteur agit sur le solide S1. Il y a un couple moteur qui va être exercé sur S1 et une force qui provient d'une machine réceptrice sur S4. Et il y a l'action de la pesanteur que je néglige pas. Maintenant, si je définis mon système matériel E, c'est le solide ou le système formé par S3 et S4. Pouvez-vous me donner l'extérieur? Bah, c'est indispensable de savoir déterminer correctement l'extérieur. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique par la suite. Vous dites la somme des forces extérieures. Extérieure à quoi? Il faut savoir les forces extérieures. Alors, nous avons dit l'extérieur d'un système matériel, c'est tout ce qui n'est pas E et capable d'exercer des actions mécaniques sur eux. Alors, l'extérieur au système formé par S3 et S4, c'est tout ce qui n'est pas la pièce S3 et la pièce S4 est capable d'exercer des actions mécaniques sur S3 et S4. Qui peut me donner l'extérieur? Oh, je l'ai. Je l'ai pas. C'est bon? Qui peut me donner l'extérieur? Tril. Tril, vous êtes là? Oui, monsieur. Vas-y, est-ce que tu peux me donner l'extérieur de E? E bar, c'est quoi? S0, S1, S2. Non, S0 ne fait pas partie de E bar. Est-ce que S0 exerce des actions mécaniques sur S3 ou bien sur S4? Non, S0 exerce des actions mécaniques sur S1 et il exerce des actions mécaniques sur S2 et ça s'arrête là. Donc S0 ne fait pas partie. Voilà, c'est ça. Donc E bar, c'est S1, S2, OK. G et F extérieur. Le moteur ne fait pas partie de l'extérieur de E. D'accord? C'est seulement G, F extérieur, S1 et S2. On est d'accord, Triel? Oui, monsieur. Parfait. Maintenant, je vais m'amuser à répondre à cette question. Regardez cette question. Ben, ce n'est pas une question qui se base sur un système réel, mais plus tard, je vais traiter avec vous des exemples concrets. Expliquez comment déterminer le torseur des actions mécaniques extérieures à eux. Si je veux chercher le torseur d'action mécanique extérieure à eux, comment je vais chercher ça? D'accord? Comment je vais déterminer ça? D'accord? Ah, donc, attendez, je me suis trompé. Voilà, c'est seulement ça. Alors, déterminer le torseur d'action mécanique extérieure à eux. Donc, je veux chercher ça. Donc, déterminer ça. Donc, je vais utiliser ça. D'accord? Voilà mes questions. Déterminer F de E bar sur E. D'accord? F de E bar sur E. Une fois j'ai déterminé E bar, donc là, je peux répondre sur ça. Au point A, je veux l'exprimer. Donc, c'est égal. Le torseur d'action mécanique de S1 sur S3, n'est-ce pas? Plus le torseur d'action mécanique de S2 sur S3. Mais S1 sur S3 et S2 sur S3, ça représente quoi ces torseurs? Représente le torseur d'action mécanique qui provient d'où? Du moteur. Non, des liaisons, n'est-ce pas? C'est pas le torseur d'action mécanique des liaisons. S1 sur S3.
S1 sur S3. Si vous regardez ici, les actions qui proviennent de S1 sur S3, ce sont les actions mécaniques de la liaison L13. Si c'était la liaison L13 et une liaison pivot-glissant, est-ce que vous êtes en mesure de me donner le torseur d'action mécanique de la liaison si je rajoute la spécification? Je dis pivot-glissant d'axe X. Vous êtes capable de me donner le torseur? Vous vous rappelez bien de ça? Si je regarde maintenant le torseur, oui, c'est bon, hein? Hey, ma translation, rotation, suivant l'axe. Voilà, c'est ça. Donc là, je mets l'accent sur la première partie de ce chapitre. Là, j'ai présenté les liaisons parce que j'aurais besoin de ça ici. Pour pouvoir déterminer le torseur d'action mécanique extérieure, nécessairement, j'aurais besoin de ça. Torseur d'action mécanique de S1 sur S3. Là, je ne traite pas un exemple concret. Je ne connais pas la liaison L13, c'est quoi. Mais de toutes les manières, ça va être le torseur d'action mécanique d'une liaison. Également, le torseur d'action mécanique de S2 sur S4 va être aussi le torseur d'action mécanique d'une liaison. D'accord? Bien. Maintenant, il y a l'action de la pesanteur. Là, je n'ai pas parlé de je néglige ou je néglige pas l'action de la pesanteur. Là, donc, en fait, je vais prendre en considération de ça. Mais elle va agir en même temps sur les deux solides. Donc, c'est l'action de G sur S3 et l'action de G sur S4. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer l'action de la pesanteur au point A sur les deux solides? Ben oui, monsieur, parce que je viens en fait de vous présenter ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai présenté cette page. Parce que toujours nous aurons besoin de ça. Maintenant, là, c'est une compétence que j'ai travaillé dessus, je l'ai développée convenablement, ça concerne les liaisons. Et là, c'est une deuxième compétence sur laquelle j'ai travaillé et je l'ai développée convenablement. Qu'est-ce qui reste? Le torseur d'action mécanique de F extérieur. Donc là, je vais noter ça comme ça. Donc plus F de F extérieur sur S4. Et ça, c'est une donnée du problème. Là, c'est une donnée du problème. D'accord? On vous donne ça. Et si ce torseur n'est pas exprimé au point A, il faut faire le transport. Il faut transporter le moment du point C, par exemple, au point A, du point B au point A. Et il faut éventuellement, si nous avons besoin de projeter dans une base de données, il faut tout projeter dans la même base. Si vraiment c'est exigé. Alors, est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, Oui, monsieur. si je pose la question autrement, alors je vais cette fois-ci changer de système et je veux isoler S1. Isoler S1, il est là, S1, qui peut me donner S1 bar? Qui peut me donner S1 bar? S0, S2, S3, G et F extérieur. Là, S1 F extérieur. bar, là, F extérieur ne fait pas partie, mais c'est plutôt CM, le moteur. Ah oui. Oui, c'est bon? C'est d'accord? C'est le moteur? Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Donc là, S1 bar, c'est ça. S1 bar, c'est S0, S2, S3, G et le moteur. Vous voyez, toujours G existe. Bon, si je n'ai pas négligé l'action de la pesanteur. Et là, donc, pour chercher le torseur, donc il y a des actions qui proviennent de la liaison. Je pense S0 sur 1, S2 sur 1, S3 sur 1. Ça, ce sont les torseurs d'action mécanique de liaison. Il faut bien maîtriser ça. Et là, c'est l'action de la pesanteur, une seule action à calculer, puisqu'il s'agit d'un seul solide. Et là, donc, l'action du moteur, c'est une donnée du problème. Voilà. Bref. Bon, voilà. Donc, on est en train de préparer pour appliquer le principe fondamental de la statique. Là, je parle un tout petit peu de l'action mécanique intérieure et l'action mécanique extérieure. Une action mécanique extérieure, c'est une action qui provient de l'extérieur du système matériel. Une action mécanique intérieure, c'est une action qui s'exerce mutuellement entre deux éléments du système. D'accord? Et puis, voilà. Soit le système matériel E,
formée par S3 plus S4. L'action de S3 sur S4, c'est une action mécanique intérieure. Elle s'exerce mutuellement entre les éléments qui constituent le système matériel E. Bon, ce sont des notions, donc en fait, ce sont quelques définitions. Le principe fondamental de la statique, je ne vais pas vraiment vous embêter beaucoup sur ça. Bon, admettons que le système est en équilibre. Alors, le torse d'action mécanique extérieure, torse d'action mécanique extérieure système matériel E au point A est le suivant. Alors, donc, attendez un peu, je viens. Torse d'action, qu'est-ce que je suis où? Voilà. Le torse d'action mécanique extérieur au système matériel E au point A est le suivant. Donc, on le note comme ça. Là, donc, on le note comme ça. Vous avez R de E bar sur E et MA de E bar sur E. Ça, c'est le torseur au point A. D'accord? Je vais exprimer ce torseur au point A. Voilà. Alors, pour appliquer le principe fondamental de la statique, le principe fondamental de la statique, donc, si j'applique l'écriture torsorielle, tout court, pour qu'un système matériel E soit en équilibre par rapport à un repère galiléen, il faut que le torseur d'action mécanique extérieure soit nul. بيكون هو en équilibre et il faut. Le sens inverse n'est pas toujours vrai. On peut citer l'exemple des ciseaux. Donc, si vous appliquez deux forces qui sont directement opposées, leur somme est nulle et leurs moments sont nuls par rapport au point qui représente la liaison pivot entre les deux lames. Mais, enfin, en quelque sorte, le torseur d'action mécanique extérieure au ciseau est nul, mais les ciseaux ne sont plus en équilibre. Donc, ils sont en mouvement, ils sont en train de couper. Bon, c'est pour ça, donc, en fait, le sens inverse n'est pas toujours vrai. Si je calcule le torseur d'action mécanique extérieure et je trouve que c'est nul, cela veut dire que mon système est en équilibre. Mais l'autre sens est toujours vrai. Si mon système est en équilibre, alors nécessairement, le torseur des actions mécaniques extérieures est nul. D'accord? Puis, pour qu'un système matériel E soit en équilibre par rapport à un repère galiléen, il suffit qu'il soit en équilibre au début de l'étude et quel que soit un sous-système matériel de E, donc je peux appliquer la chose suivante. Le torseur d'action mécanique extérieure à ce sous-système est nul. Bref. Bon, là, donc, en fait, j'essaie de parler un tout petit peu des deux sens du principe fondamental de la statique. Mais admettons maintenant que mon système est en équilibre. Là, je peux dire que le torseur des actions mécaniques extérieures est nul. Généralement, on mentionne ça dans l'énoncé. On dit que le système est en équilibre pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique. Alors, les théorèmes généraux de la statique, il y a deux théorèmes. Théorème de la résultance statique et théorème du moment statique. Puisque lorsque je vais dire le torseur d'action mécanique extérieure est nul, là, si je dis égal torseur nul, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la résultante est nulle et le moment est nul. D'accord? C'est ça exactement. Alors, d'où il découle les deux théorèmes. Le premier, c'est le théorème de la résultance statique qui dit la résultante du torseur d'action mécanique extérieure à E est nulle. R de E bar sur E est nul. C'est exactement ce que vous dites en physique avant, quand vous étiez au lycée. Vous dites quoi? La somme des forces extérieures est égale à 0, est égale vecteur nul. La résultante du torseur d'action mécanique extérieure, en fait, c'est la somme des forces extérieures. D'accord? Bref, je termine. Donc, c'est une équation vectorielle à partir de laquelle découlent trois équations scalaires, une projection sur l'axe X, une projection sur l'axe Y et une projection sur l'axe Z. Et là, donc, il découle trois équations. D'accord? Donc, la première, c'est la projection du théorème de la résultance statique sur l'axe X. Ça, c'est la projection du théorème de la résultance statique sur l'axe Y. Et l'autre, c'est la projection du théorème de la résultance statique sur l'axe Z. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on vous demande uniquement la projection sur un axe. Bref,
Donc, je passe au théorème du moment statique. Le théorème du moment statique. Alors, si je reviens ici, le moment du torseur statique est nul. Donc, chose que vous dites souvent avant, la somme des moments des forces extérieures est nulle. Donc, le moment au point A de E bar sur E égale vecteur nul. Et là, donc, en fait, il y a aussi trois équations scalaires qui découlent. La projection sur l'axe X, la projection sur l'axe Y et la projection sur l'axe Z. Donc, ça, c'est la projection du théorème du moment statique sur l'axe Z. D'accord? Et puis, le théorème des actions mutuelles, il faut noter la chose suivante, que le torseur d'action mécanique de E2 sur E1 est opposé au torseur d'action mécanique de 1 sur E2. C'est le théorème des actions mutuelles. D'accord? Ça, c'est E2 sur E1 est égal au torseur d'action mécanique de E1 sur E2. C'est bon? Voilà, ça, c'est les éléments du cours. J'ai terminé ça. Il faut faire quand même une application pour comprendre un peu ce que je viens de dire. C'est bon? On peut avancer? C'est bon, monsieur. C'est bon. On fait une application. Donc, exercice utile et indispensable. Je vais commencer avec ce système de serrage. Est-ce que vous avez le TD devant vous? Est-ce que vous avez le TD devant vous? Hein? Vous avez déjà imprimé ça? Oui. Un truc comme ça. Ben, ok. Aïe. Léna, si vous regardez ce schéma, c'est un schéma cinématique qui modélise le système de serrage. Ce système, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de serrer la pièce 1 contre le bâti 0. D'accord? Là, on peut donc fixer la pièce 1 contre le bâti 0. Avec deux brides, la bride 3 et la bride 2. La bride 2 en rouge, la bride 3 avec la couleur marron. Je vais agir sur quoi? Je vais agir sur l'écrou 5. Si je vais faire tourner l'écrou 5 autour de l'axe X, donc ça c'est l'écrou, donc je vais faire rapprocher le point C et D, et donc je vais faire pivoter les deux brides 3 et 2 respectivement autour de l'axe BZ et AZ, et du coup je vais exercer des efforts de serrage à ce niveau. Regardez, là je vais exercer un effort de serrage. Ici. Là, c'est un effort de serrage. Et je vais exercer un autre effort de serrage ici. D'accord? Donc, là, le système il est en équilibre et nous voulons donc déterminer principalement regarder l'objectif. Donc, l'objectif c'est quoi? Voilà. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'action des brides 2 et 3 sur la pièce 1. Voilà. Bon, laisse tomber concernant ça, ces deux efforts. Mais maintenant, combien de liaisons existent-il dans ce système? Combien vous avez de liaisons? Combien vous avez de liaisons? 7, monsieur. 8. 8, c'est pas 7. Vous avez oublié la liaison ici, entre la pièce et le bâti, de centre E. Il y a une liaison ici, appui-plan, si j'ai bien compris. Hein? Vous avez ça, c'est une liaison pivot, ça, c'est une liaison pivot. Celle-là, qui peut me donner le nom de cette liaison? Cette liaison. Ponctuel. Bravo. C'est une liaison ponctuelle. Et l'autre, c'est une liaison à droite ponctuelle. Celle-là, c'est une liaison ponctuelle. Et vous avez ici une liaison pivot. Ça, cette liaison. Moitié.
rotule, et celle-là, Hélicoïdale. hélicoïdale. Bravo, bravo, bravo. Ben, ok. Donc maintenant, on va essayer, là c'est un exercice pédagogique. Pédagogiquement, il est fort. Il permet vraiment de mieux comprendre ce qu'on a présenté dans le cours. D'accord? Donc, voilà. Donc là, il y a donc l'objectif de cet exercice est de déterminer l'action des bris 2 et 3. On va parler de ça par la suite. On adopte les hypothèses suivantes. L'action de mécanique de l'écrou 5, c'est la bride 3 au point D est donnée par le torseur suivant. C'est une donnée du problème. Au repos, le système est en équilibre. Donc là, il est en équilibre, donc on va appliquer le principe fondamental de la statique. L'action de la pesanteur est négligée. Il n'y a pas de l'action de la pesanteur dans ce cas. Toutes les liaisons sont supposées parfaites. Alors, donnez le graphe des liaisons. Le graphe des liaisons, comme vous l'avez dit, il y a 8 liaisons. Il y a 0, 1, appui plan normal EY. Vous voyez là, il faut préciser la spécification. D'accord? Pivot d'axe BZ0 entre 0 et 3. Il y a aussi pivot d'axe AZ0 entre I0 et 2. Il y a ponctuel de normal IY0 entre 1 et 2. Il y a ponctuel de normal JY0 entre 1 et 3. Il y a rotule du centre D. Donc, il y a une liaison rotule du centre D. Il y a une liaison pivot d'axe CZ0. Il y a une liaison pivot d'axe CX0. D'accord? Donc, il est équitable. Voilà. Il faut bien préciser ça, sinon vous ratez pas mal de points. Hein. On ne vous donne pas la note complète. Si vous dites qu'il est équitable tout court, pivot tout court, donc ça ne marche pas. Il faut bien préciser. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ça et maintenant vous êtes professionnel dans ce contexte. Donc, je pense que vous n'allez pas en fait rater ces types de questions, ce genre de questions. Alors, la question suivante, déterminer. Ah là, donc en fait, je vais très rapidement cacher ça. Je vais tout cacher. Hop. Hop. Non, je vais cacher le petit truc là. Bon, j'ai pas tout caché. Hein. Mais voilà, donc là, je vais là. Et voilà. Voilà, bon. Ça n'a pas voulu marcher. Hein. Solution, et voilà. Mais maintenant, le tableau est vide. Donc là, déterminer les différents torseurs d'action mécanique des différentes liaisons. Ben, c'est pas une question d'un sujet, hein. C'est une question d'un TD pour consolider vos connaissances dans ce sens, hein, dans ce chapitre. Alors, donnez-moi le torseur d'action mécanique de la liaison appui plan normale EY. Alors déjà, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas revenir au schéma. Et là, j'ai la liaison, ça c'est la liaison entre quoi et quoi? Plutôt, ça c'est la liaison entre 0 et 1. Donc ça c'est la liaison entre L01. L01, c'est une liaison à plus plan normal EY. Vous voyez bien ce que je fais, hein? Alors, le torseur ici, c'est une liaison à plus plan normal EY. Cela veut dire quoi? À plus plan normal EY, cela veut dire que la translation suivant Y est bloquée par une force. Et seulement la rotation autour d'Y est possible. Donc, j'ai un 0 concernant le moment autour de Y. Donc, très rapidement, je peux écrire le torseur de cette manière. Voilà. Vous voyez?
Il suffit de savoir la désignation correcte de la liaison et hop, je mets en place le torseur d'action mécanique. Donc, le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 au point E, parce que c'est une liaison de centre E. Donc, j'ai 0Y12 pour bloquer la translation suivant Y0. Et j'ai 0 concernant le moment parce que la rotation autour d'Y est possible et c'est la seule rotation possible. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux me donner le torseur d'action mécanique de la liaison pivot de centre AZ0? AZ0, c'est L02. L02. C'est la liaison entre 0 et 2. Est-ce que vous pouvez me donner combien d'inconnus statiques? Combien d'inconnus statiques? Un seul. Non. Un seul inconnu cinématique, mais 5 inconnus statiques. Ah oui, cinématique, Ouais, un elle seul. est corrélationnée à l'envers. Voilà. Donc, elle autorise uniquement la rotation autour de Z0. Et donc, tous les autres inconnus existent. D'accord, là. Il y a 5 inconnus statiques ici. C'est Oui, bon? monsieur. C'est bon, très bien. L'autre liaison, ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est la liaison entre 0,3. C'est L, 0,3. D'accord? Et donc, ça va être cette liaison. Ça ressemble beaucoup à ça. Bon. Puis, si je présente la liaison ponctuelle de normale Y0, qui peut me donner une idée sur le torseur statique? Seule la translation suivant YARC0 est bloquée. Seulement la translation. Tous les autres degrés de liberté sont possibles. D'accord, là. Et donc, le torseur statique contient combien d'inconnus? Combien d'inconnus statiques? Une seule inconnue statique. C'est Y12 qui bloque la translation, Tous qui est sont la nuls seule. sauf Y. Hein? Ouais, tous nuls sauf Y12. Voilà, c'est ça. De même ponctuel, ça c'est L12. Là, peut-être vous pouvez me poser la question, monsieur, est-ce que j'écris 0 avant 1 ou bien 1 avant 0? C'est pas méchant. D'habitude, moi, je prends du plus petit vers le plus grand, donc en fait, et puis, donc, c'est une convention que j'utilise souvent, Nasrir al-Kbir. Ben, si j'aurais besoin par la suite de 1 sur 0, je vais rajouter le signe moins, j'applique le théorème des actions mutuelles. Si j'aurais besoin de 2 sur 1, je multiplie par moins 1, et ça va être moins Y12, si je parle de 2 sur 1. Est-ce que vous venez de comprendre? C'est bon? Donc là, c'est la liaison L13. Et là, donc, en fait, voilà, donc, c'est ça. Voilà. D'accord? Bien. Puis, la liaison pivot d'axe CZ0. Pivot d'axe CZ0, c'est la liaison, c'est cette liaison, c'est la liaison entre 2 et 4. Vous voyez? Donc, ou bien je reviens ici, ou bien je reviens ici, ou bien avec le nom, je peux tout savoir. Hein. L de 4 de toute façon. Donc, le torseur statique contient 5 inconnus. Donc, voilà, c'est X24, Y24, Z24, L24, M24 et 0. Donc, voilà, je vérifie. Est-ce que vraiment... Bon, voilà, ça marche. D'accord? Ben, pour la liaison liquidale, donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc toutes les inconnues figurent dans le torseur X45, Y45, Z45, L45, M45, N45, mais je rajoute quand même cette relation, je dis avec R45 égale plus ou moins alpha sur 2pi fois X45. Mais attention, là, j'ai utilisé plus ou moins. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, j'ai pas vraiment précisé. J'ai précisé. En lisant liquidal, je peux rajouter du filetage à droite
Dax. Oui, Dax. Dax CX. Vous voyez, là, j'ai précisé. Là, donc, en fait, je corrige. Et je dis, là, non, donc c'est plus. Ok. C'est bon? Est-ce que ça, c'est plus ou moins? Là, ça, c'est faux, hein? C'est moins. C'est moins. C'est plutôt moins. Vous vous rappelez bien? Pour le torseur statique, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est là. L12, moins pas sur 2 pi fois x2 si voltage à droite. C'est le contraire, c'est l'opposé de ce qu'on a vu concernant le torseur cinématique, la relation cinématique. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. Ben, qu'est-ce qui reste? Il reste ce torseur. Torseur, ça c'est la liaison entre L45, L45, L45. Et là, la liaison rotule, c'est L35. L35. Voilà. Si les rotule, là, donc en fait, elle autorise les 3 rotations et donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de moment qui bloque ces 3 rotations. Là, si vous faites vous faites la somme des inconnus statiques ici. Combien d'inconnus statiques en tout j'ai? Là, j'ai 3, plus 5, plus 5, plus 1, plus 1, plus 5, plus 5, plus 3. Ça fait 28. 28 inconnus statiques. Là, ces inconnus, pour dimensionner ce système, il faut absolument déterminer ces inconnus. Les actions qui régissent au niveau de la liaison pivot ici, également au niveau de la liaison rotule, au niveau de la liaison portuelle, ainsi de suite, pour pouvoir vraiment dimensionner mon système. Bien, comment faire pour arriver à déterminer ces 28 inconnus? Là, pour répondre à ça, il faut penser à une stratégie d'isolement. Je vais commencer à isoler, par exemple, la pièce 1. Si j'isole la pièce 1 et j'applique le principe fondamental de la statique. D'habitude, dans le cas idéal, donc dans les bonnes conditions, je peux récupérer 6 équations scalaires, n'est-ce pas? 6 équations scalaires, 3 qui découlent du théorème de la résultance statique et 3 qui découlent du théorème du moment statique. OK? Donc là, je récupère 6 équations. Si j'isole la pièce 3, je récupère encore 6. Si j'isole la pièce 2, je récupère encore 6. Ainsi de suite jusqu'à, si j'isole les 5 pièces, je peux, dans les meilleures conditions, récupérer 30 équations. À savoir, il faut voir est-ce que vraiment ces équations sont indépendantes ou non. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des équations surabondantes 0 égale à 0 ou des choses comme ça. En tout, il faut trouver 28 équations indépendantes pour arriver à déterminer tous ces inconnus. D'accord? Bref, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on ne va pas déterminer ces 28 inconnus, mais plutôt l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer l'action des brides 2 et 3 sur la pièce 1. Donc, on a besoin que de déterminer l'action des brides 2 et 3 respectivement sur la pièce 1. D'accord? Et là, donc l'action de la bride 2 sur la pièce 1 et l'action de la bride 3 sur la pièce 1, on est en train de parler de quel paramètre ici? Est-ce que c'est Y01 ou bien Y02, X02 ou bien Y12 ou bien? Qui peut me répondre? Il y a 28 inconnus et nous sommes en train de chercher uniquement 2. Lesquels? L'objectif de Y12, Y13. l'exercice, c'est ça, Y12, bravo, c'est Y13. Donc l'objectif ici, c'est de déterminer Y12 et Y13. Tout court. Il y a aussi des données de problème que je n'ai pas utilisées.
ça, c'est 5 sur 3 égale moins fx 0, 0. Si je regarde ici, j'ai l'action de 3 sur 5. C'est la même chose. C'est l'opposé de l'autre. Donc, remarque, comme donné du problème, vous avez ça. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire... Non. Non, je m'excuse. Oh. Non, c'est pas ça. C'est plutôt ça. Voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, x35 égale s. Si vous appliquez le théorème des actions mutuelles, là, c'est 5 sur 3 et là, c'est 3 sur 5. C'est opposé. Et là, y35 et z35 sont nuls. D'accord? Voilà. Donc là, au lieu de chercher 28 inconnus, en fait, déjà, on a 3 qui sont connus. X35, Y35 et Z35. Donc déjà, on a 25 inconnus uniquement pour pouvoir déterminer toutes ces inconnus. Bien, donc là, j'ai juste les nains. Donc on est en train de s'amuser vraiment pour déterminer de toutes les liaisons. Il y en a assez, hein, à plan. Il y a la liaison ponctuelle, il y a l'équidale, rotule, il y a pivot. Il y a 4 sur 9, je pense, 4 sur 9. Il y a 5 autres liaisons qui ne sont pas citées dans cet exercice. C'est pas méchant, quand même, une bonne révision de tout ce que nous avons vu. Bien, maintenant, je vais avancer donc dans cette partie. Alors là, je vais cacher tout ça. Allez, c'est vite, 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 vite. Voilà, c'est caché. Maintenant, écrire les équations qui découlent du théorème de la résultance statique appliquée sur l'ensemble 4 et 5. Là, je vais isoler 4 et 5. Et je vais chercher les équations qui découlent du théorème de la résultance statique. On est d'accord là-dessus? Alors, comment je vais procéder? 4 et 5, c'est mon système matériel E. Donc, je vais E bar ici, c'est 2 et 3. E bar ici, c'est 2 et 3. D'accord? E bar, c'est 2 et 3. Voilà. On est d'accord là-dessus? Si vous isolez 4 et 5, 4 et 5, ça c'est 4 et 5, ça c'est la frontière d'isolement, d'accord? Donc, E bar, ça va être 2 et 3. Sur l'action de la pesanteur est négligée. Vous voyez, l'action de la pesanteur est négligée, d'accord? Ça ne fait pas partie. Il n'y a pas des actions qui proviennent de l'extérieur et ça marche, d'accord? Donc, il y a l'action, il y a en fait les actions qui proviennent de l'extérieur, il n'y a que 3 sur 5 et 2 sur 4. D'accord? Donc là, si je reviens ici, donc E c'est 4 et 5, E bar c'est 2 et 3. D'accord? Donc, le théorème de la résultance statique, je vais écrire le théorème de la résultance statique. R de E bar sur E égale vecteur nul. Avant, qu'est-ce que vous dites? La somme des forces extérieures à E est nulle. Bah, c'est la même chose. Donc, je vais chercher. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que R de 2 sur 4 plus R de 3 sur 5 égale vecteur nul. Mais d'où peut-on récupérer ça et ça? D'accord? D'où vient l'action de 2 sur 4 et l'action de 3 sur 5? Si vous revenez ici, l'action de 2 sur 4, c'est l'action de la liaison pivot. Et l'action de 3 sur 5, c'est l'action de la liaison rotule. D'accord? Alors, je vais passer ici. Et je vais chercher l'action de 2 sur 4. Et en particulier, je vais chercher plutôt la résultante. 2 sur 4, c'est où? C'est là. Donc, je vais prendre ça. La résultante est un invariant vectoriel. Et moi, je vais utiliser que ça. D'accord? J'aurais besoin de ça. La résultante est un invariant vectoriel, donc ça ne change pas. Donc, en fait, si je change de point, ou bien... Et puis, j'ai besoin de R de 3 sur 5. C'est ça, hein? J'ai besoin
de R de 3 sur 5 et je vais utiliser ça. Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça n'a pas voulu, merci. Ben, vous verrez bien. Mais, bon. Donc, j'ai besoin de ça et de ça. Ben, si je me trompe, la question qui se pose maintenant, si je me trompe dans la mise en place de ces torseurs, est-ce que je vais répondre convenablement? Non, bien sûr. Donc là, c'est indispensable vraiment de savoir les torseurs d'action mécanique des différentes liaisons. Vous êtes censé de maîtriser ça par cœur. Hein? Bien. Donc là, je passe ici. Donc je vais ramener ça. Et donc voilà, ça va être x24, y24, z24, plus s00, plus x35, y35, z35, mais parce que je connais aussi x35, y35, z35, je connais leurs valeurs, donc à partir de cette remarque. Et voilà. Donc à partir de là, il découle trois équations scalaires qui sont les suivantes. Voilà. X24 égale moins S, Y24 égale 0, Z24 égale 0. Déjà, j'ai terminé trois en appliquant le théorème de la résultante statique. Vous voyez? C'est bon? واضح monsieur. Oui, c'est bon. Très bien, très bien. Ok, formidable. Maintenant, c'est pas encore terminé. Moi, j'ai pas encore déterminé l'action de la bride 2 sur 1 et l'action de la bride 3 sur 1. Donc, je vais passer à la question suivante. Là, l'exercice est guidé. Hein. D'habitude, pour vous, on vous guide. Hein. C'est pas comme les cours français. Donc, on demande vraiment de tracer une stratégie d'isolement pour arriver à déterminer l'inconnu. Alors, écrire les équations qui découlent. Donc, je termine avec vous cet exercice et je vous libère. Okay. Alors, écrire les équations qui découlent du théorème du moment statique appliqué au point A sur la bride 2 et déduire l'action de la bride 2 sur la pièce 1. Là, je vais appliquer le théorème du moment statique au point A sur la bride 2. Alors, comment je vais écrire? Je vais écrire la chose suivante. Le moment au point A de 2 bar sur 2 égale vecteur nu. Mais 2 bar, c'est quoi? Je vais revenir ici, je vais chercher 2 bar. 0, 1 et 4. 0, 1 et 4. Bravo, c'est ça. 0, 1 et 4. Donc, je passe ici. Je dis donc en fait le moment, donc voilà, je détermine 2 bar et je vais réécrire le théorème. Moment au point A de 2 bar sur 2, c'est le moment au point A de 0 sur 2, plus le moment au point A de 1 sur 2, plus le moment au point A de 4 sur 2. Et je vais chercher morceau par morceau. Je regarde tout d'abord le moment au point A de 0 sur 2. Ben, je l'ai récupéré à partir de là. 0 sur 2, c'est là. Donc, je vais me baser sur ce torseur. Il est exprimé au point A. Ça, c'est un point positif pour nous. Donc, je prends ce moment. Je prends ça. Le moment est bien exprimé au point A. C'est pas la peine de faire le transport de ce moment d'un point à un autre. Donc, je récupère exactement ce vecteur. C'est bon, ça marche super bien. Et donc là, j'ai vraiment L02, M02, 0. Ça marche. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais passer au deuxième morceau. Le moment au point A de 1 sur 2. Mais maintenant, si je regarde l'action mécanique de 1 sur 2. Ah, je me suis ici. Je me trouve ici. Et là, vraiment, c'est un peu compliqué. Là, tout d'abord, le moment est exprimé au point I. D'accord? C'est vrai, c'est l'action de 1 sur 2, mais c'est le moment exprimé au point I et le moment est nul au point I. En fait, donc, ben, c'est très simple. Donc, je vais dire comme ça. Le moment point A de 1 sur 2 égale le moment point I de 1 sur 2 plus AI vectoriel la résultante. Ou bien on dit plus la résultante vectorielle IA. Alors, le moment point I est nul. Donc, c'est 0.
plus AI. AI, c'est LH0, c'est donné du problème. Vous regardez ici, donc AI, c'est là, LH. Vectoriel, 0, Y12, 0, Y12, vous vous rappelez bien, Y12, c'est la résultante. Donc, je vais travailler avec la résultante de 1 sur 2, 0, Y12, 0. Vous voyez, c'est important, ça. Et donc, tout calcul fait, donc je barre ça, ça va donner 0, je barre ça, ça va donner 0, je barre ça, ça va me donner LY12. OK? Et donc, là, j'ai déterminé ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et j'ai déterminé ça. Ça, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le troisième morceau. Le troisième morceau, je parle de 4 sur 2. Mais moi, j'ai pas 4 sur 2. Vraiment, j'ai 2 sur 4. Donc là, j'applique le théorème des actions mutuelles. Et le moment est exprimé au point C. Attention, moi, je veux le moment au point A. Alors, c'est très simple. Je vais faire comme ça. Le moment point A de 4 sur 2 égale le moment point C de 4 sur 2 plus AC vectoriel R de 4 sur 2. Le moment au point C de 4 sur 2, c'est l'opposé du moment au point C de 2 sur 4. 2 sur 4, M24, donc je rajoute le signe moins. Moins L24, moins M24, 0. Plus AC, AC c'est une donnée du problème. AC c'est égal BD égale petit d H, grand H, voilà. Et vectoriel, R de 4 sur 2, R de 4 sur 2, voilà R de 2 sur 4, moins S00. 0. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, avec signe moins, ça devient S00. Tout calcul fait, ça me donne ça. Super. Maintenant, je vais sommer tout ça et je trouve ça. Donc, MA de 2 barres sur 2, c'est la somme. L24 moins L24, M02 moins M24 et LY12 moins HS égale 0,0. Et à partir de là, donc, je peux déduire ces équations. Égale à 0. Donc, en particulier la troisième. Et la troisième permet de trouver Y12. Voilà Y12. C'est H sur L fois S. D'accord? Donc là, j'aurais dû ne pas demander le théorème du moment statique tout court. Je peux dire, écrire l'équation qui découle du théorème du moment statique en projection sur l'axe Z. Parce que les autres, donc en fait, j'en ai pas besoin. Et donc, j'ai besoin uniquement de l'équation 3 qui permet de trouver Y12. D'accord? Oui, D'accord? monsieur. Oui, c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. نهضة برك. Ouais, c'est bon, donc, bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, comment vous trouvez cette partie? Dès توضح الرؤية خير, vous voyez mieux les choses. Donc اليوم حاولت oui Cyril. Oui, c'est bon, monsieur. دي توضح لكم الرؤية خير برشا معناتها وليت فاهمين كيفاش قاعدين نعملوا اكزاكتومون علاش نحكيو على ليزون pourquoi on applique ça pourquoi on applique hein pour autant c'est une partie vous êtes oui أوضح monsieur قلت لك. Ben, c'est bien. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez la partie suivante. Donc l'exercice, la question suivante. Écrire les équations qui découlent du théorème du moment statique appliqué au point B sur la brique 3 et déduire l'action de la brique 3 sur. Maintenant, on va chercher le Y13. Ben, c'est pratiquement la même chose. C'est le problème est symétrique. On va retrouver la même chose. D'accord. Pour autant, les équations ne sont pas les mêmes. Donc là, vous dites théorème du moment statique appliqué au point B, c'est la B3. 1B de 3 bas sur 3 égale vecteur nul. 3 bas, c'est 0, 1, 5. Vous refaites la même chose. 1B de 0 sur 3, 1B de 1 sur 3 et 1B de 5 sur 3. Et puis 1B de 0 sur 3 égale L03, L030 dans la base de R0. Voilà 1B de 1 sur 3, vous passez du point J. Ça. Et puis un B de 5 sur cette question, c'est beaucoup plus simple même. Donc, on se trouve avec un système d'équations comme ça. Donc, Y13 est égal à H. Le problème est symétrique. On peut même ne pas faire tous ces calculs et on peut dire le problème est symétrique et on a ça. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même aussi d'autres exercices qui sont corrigés. D'accord? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous donne ça? Hein? Avec les corrigés et la séance prochaine, on avance dans la partie cinématique. Que pensez-vous? Je vous donne ce document. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Ah, ça sera mieux. Bref, d'accord, ok. Mais là, on arrête Monsieur ici. مازال برشا في البروغرام. مازال برشا في البروغرام. أنا توا قاعد عملت معاكم la partie statique نتاع l'année passée. La partie cinématique, j'ai besoin d'une séance en présentiel. La séance prochaine نعملها معاكم في القصر. Donc تعرف شو يقعدوا لنا 3 chapitres. معناتها 3 chapitres disons 6 séances. فهمتني؟ ونكمل لك. فهمت؟ sauf que ثم دي parties D'accord. ما يجيكم هم في الكونكور وانا تاسيشن ما قريتوهمش لاني باسي كيما جرافسيت ما عملتوش جرافسيت ما عملتوش لوجيك كومبيناتوار ما عملتوش ليتيد سيستيم با عملت ليتيد سيستيم شين دينرجي شين دانفورماسيون ما عملتوش ليكتور دي بلان ليكتور دان ديسان با هذوما نجموا نخدموا عليهم في اخر كي نكملوا ولا وقت اللي جي عندك البريود qui ne sont pas qui sont présents durant ces séances, ça va, ça marche super bien, vous pouvez garantir d'accord. Ok, donc j'arrête l'enregistrement tout d'abord.